Bonjour à tous. Après avoir étudié l'Europe de Charles Quint, nous allons maintenant étudier l'autre grand souverain du XVIe siècle, Soliman le Magnifique. Donc Soliman le Magnifique, le voici, il prend le pouvoir en 1520, donc à moins de 30 ans, pratiquement en même temps que Charles Quint qui lui prend le pouvoir en 1519. Et on va voir, donc c'est la première question de l'activité de votre livre, de quel territoire il hérite et quels sont les territoires qu'il va conquérir. Donc pour voir les territoires qu'il hérite, nous allons nous tourner vers la carte de l'Empire ottoman. Alors, on peut voir donc qu'il hérite déjà, quand il prend le pouvoir, d'un très grand territoire. Alors moi, pour que ce soit plus lisible, je l'ai organisé sous forme de tableau, parce que sinon, si vous les écrivez toutes dans un texte, franchement, je trouve ça pas très agréable à lire. Donc, on voit qu'il a des territoires en Europe, en Asie et en Afrique. Alors, on va voir de quel territoire il s'agit. Donc, il hérite d'abord le cœur de son territoire, c'est l'Anatolie. Donc, l'Anatolie, c'est la Turquie actuelle. Il a aussi une partie de la Mésopotamie, tout le Proche-Orient, la Palestine, Hedjaz, c'est une partie de l'Arabie. En Afrique, il a l'Égypte, et en Europe, il a l'Europe du Sud avec la Grèce, la Macédoine, une partie des Balkans, la Serbie, la Bulgarie et une partie de la Moldavie. Et son règne va être un règne de conquête très importante dans les trois continents. Donc, on peut de nouveau prendre continent par continent. En Asie, vous voyez qu'il conquiert toute la Mésopotamie qu'il ne contrôlait pas encore. Il contrôle ensuite le Yémen, il conquiert le Yémen. En Europe, il conquiert la Crimée, toute la Moldavie, la Hongrie, et en Afrique, vous voyez, la Tripolitaine, la Tunisie et une partie de l'Algérie jusqu'à Alger. Donc un territoire immense, c'est l'apogée de l'Empire ottoman, de l'Empire des Turcs, et c'est vraiment un empire qui est d'une puissance incomparable. Aucun empire n'avait été aussi puissant depuis très longtemps. Alors pourquoi Soliman est-il perçu comme une menace par les Européens? La réponse est un petit peu évidente quand on voit son attitude de conquérant. Vous voyez là sur cette illustration une miniature donc d'un manuscrit ottoman. On voit la puissance de l'armée turque, leurs très nombreux cavaliers, les janissaires qui sont les fantassins, c'est les hommes à pied, qui arrivent à mettre en déroute des armées européennes pourtant bien formées et puissantes. Là, on voit les chevaliers hongrois qui reculent. Donc, évidemment, ils étaient perçus comme une menace très sérieuse, et une menace d'autant plus grave que Soliman le Magnifique est musulman, et donc que pour l'Europe chrétienne, être soumis par un musulman, eh bien, c'était quelque chose de considéré comme pire que d'être soumis par un roi chrétien. C'est-à-dire que on considérait que c'était une défaite de la foi chrétienne. Le point culminant de l'affrontement entre les empires chrétiens et l'Empire ottoman, c'est sans doute le siège de Vienne, c'est-à-dire que les Turcs, en poursuivant leur avancée, parviennent à arriver jusqu'à Vienne. Vienne, c'est la capitale actuelle de l'Autriche, et vous voyez, donc c'est ici. C'est l'avancée maximale des Ottomans en Europe, et c'est une ville très symbolique parce que c'est la ville d'où sont originaires les Habsbourg d'Autriche, donc c'est la ville de Charles Quint. Du coup, si Soliman avait remporté une victoire à Vienne, ça aurait été évidemment d'un symbolisme terrible pour les monarchies européennes. Mais Vienne tient bon, Soliman est repoussé, et ça va être une victoire des chrétiens, dont ils vont s'enorgueillir pendant très très longtemps. On vous demandait aussi ensuite de quels sont les titres que s'attribue Soliman le Magnifique et de qui est-ce qu'il prétend les tenir. Alors dans une lettre écrite à François Ier, qu'il va affronter notamment dans la Méditerranée à la conquête de l'Algérie, « Moi qui suis, par la grâce d'Allah, dont la puissance est glorifiée et dont la parole est exaltée par les miracles sacrés de Mahomet, le sultan des sultans, le souverain des souverains, le distributeur des couronnes aux monarques de la surface du globe, l'ombre d'Allah sur la terre. » Donc tous ces titres qu'il s'attribue
Ce sont des titres particulièrement ronflants, hein. Il affirme une puissance très grande et il dit la tenir d'Allah, c'est-à-dire de Dieu. Alors évidemment, ces titres dont il s'affuble, eh bien, il a raison hein, de le faire parce qu'en fait, il y a beaucoup de souverains d'Europe qu'il va soumettre. Hein. Toute l'Europe de l'Est va devoir se soumettre à son autorité. Là, on voit par exemple un Sigismond de Hongrie qui s'incline devant Soliman le Magnifique. On vous demandait ensuite quelle peut être la justification religieuse des campagnes militaires de Soliman. Alors on va regarder. Donc il dit tenir son pouvoir d'Allah et évidemment battre des territoires qui sont chrétiens sont une motivation. Donc c'est faire progresser la foi musulmane par rapport à la foi chrétienne. C'est évidemment une mission qui est considérée comme une mission sacrée. Et après, dans l'administration du royaume, eh bien les minorités, donc ceux qui ne sont pas musulmans, vont avoir un statut particulier, le statut qu'on appelle des miyyeh. Donc vous voyez ici la composition religieuse enfin, de population de l'Empire ottoman. Donc en vert, ce sont les musulmans qui sont majoritaires. Et vous voyez en bleu, ce sont les orthodoxes. En jaune, on ne le voit pas à cette échelle, ce sont les communautés juives. Il y en avait, mais c'était un très petit nombre. En rose, vous voyez ici les Arméniens. Et là, vous voyez en beige, les catholiques. Et donc, ces populations avaient un statut d'infériorité. Ils étaient soumis à des taxes en plus, et il y avait certaines interdictions par rapport à leur religion, notamment par rapport à la pratique de la religion qui devait être pratiquée de façon discrète et sans ostentation. Donc c'était évidemment un des enjeux des conquêtes, hein, c'était diffuser l'islam. On vous demandait enfin quelles sont les raisons de la puissance militaire de Soliman en regardant le document 1. Donc Soliman, c'était une armée extrêmement puissante, d'abord parce que c'était une armée très nombreuse. On vous dit que la cavalerie, que l'on voit ici, donc là Soliman à la tête de ses troupes, et vous voyez les très nombreux cavaliers, donc c'est une cavalerie qui comptait de 50 000 à 200 000 hommes. Donc c'était les nobles, enfin les privilégiés de l'Empire ottoman, les sipahi, qui étaient à la tête de cette cavalerie. Et c'était donc une arme très très puissante, très bien entraînée. Ils sont également dotés d'une artillerie très importante. Les canons turcs étaient très réputés. Et l'artillerie, c'était un petit peu le nerf de la guerre à l'époque. Hein. Il fallait des moyens financiers très importants pour financer l'artillerie. Et c'était ça qui permettait d'emporter les batailles. Et ils avaient en plus les janissaires, des fantassins, des hommes à pied. Et compte tenu de la taille de leur empire, eh bien, c'était des armées absolument gigantesques. Donc l'importance de leur population a permis de mettre en place une armée immense, puisque vous voyez que les janissaires qui étaient obligés donc de servir dans l'élite de l'infanterie ottomane, et donc c'était une armée très nombreuse. Ainsi, pour résumer, les objectifs militaires, politiques et religieux de Soliman le Magnifique pendant son règne. Du point de vue militaire, eh bien, son but est d'étendre la domination de l'Empire ottoman le plus largement possible. Du point de vue politique, son objectif est d'affirmer sa domination par rapport au royaume et empire chrétien. Et enfin, du point de vue religieux, eh bien, il cherche à diffuser l'islam et en affirmer la suprématie. Voilà, j'espère que tout est clair. Je vous dis à bientôt pour la suite sur l'Europe de la Renaissance.